Les élections couplées présidentielles et législatives du 22 novembre prochain au Burkina restent au cœur de l'actualité socio-politique cette semaine. Et alors que certains embouchent la trompette du report du scrutin, eh bien, d'autres par contre martèlent qu'il faut plutôt maintenir cette échéance. Tout le monde reconnaît cependant que ces élections se tiendront dans un contexte particulièrement difficile, marqué par des crises diverses, sécuritaires, humanitaires, sociales. Un tableau qui convoque une synergie des intelligences pour une dynamique dans la réflexion pertinente et une harmonie dans l'action efficace. C'est sans doute dans cet esprit que des Burkinabés tracent des sillons pour proposer des pistes à examiner en amont afin d'éviter le pire en aval. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle émission de Périscope sur Burkina Info. Un numéro consacré une fois de plus au double scrutin que doit organiser le Burkina le 22 novembre prochain. Et pour aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Zakaria Tiamtoré, président de l'Institut supérieur de sécurité humaine. Bonsoir. Bonsoir. Enseignant-chercheur et chef d'entreprise depuis une quinzaine d'années, Zakaria Tiamtoré, ministre de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle entre 2011 et 2013, a également été député et président de la Commission de l'emploi, des affaires sociales et culturelles de l'Assemblée nationale de 2013 à 2014. Auteur de plusieurs ouvrages et articles, il intervient régulièrement dans la gestion des conflits et la construction de la paix, également dans le management et la gouvernance, ainsi que dans la communication et les relations interculturelles. L'analyse des politiques publiques et des programmes de développement ne lui est pas étrangère non plus. Zakaria Tiamtoré a signé récemment une tribune intitulée « Résoudre le casse-tête des élections et mobiliser la nation pour faire face à l'insécurité et à la division ». Une tribune dans laquelle il formule et suggère une alternative pour le rendez-vous électoral de novembre et dont nous parlerons dans cette émission. Mais avant, Zakaria Tiamtoré, deux petits mots sur l'Institut supérieur de sécurité humaine, ISSH, que vous présidez, et sur deux mots donc très rapides, sur cette notion de sécurité humaine qui, si j'ai bien compris, est la résultante, sinon même la base de toutes les sécurités. Tout à fait. Si les êtres humains ne se sentent pas en sécurité, vous avez beau construire une sécurité État, si l'être humain est laissé à lui-même, ça pose problème. Donc les insécurités sont autour de nous, une insécurité alimentaire, une insécurité sanitaire, une insécurité économique. Je peux multiplier le type d'insécurité auquel l'être humain doit faire face. Et nous, en cofondant cet institut, la vocation est de former des femmes et des hommes avec cette fibre un peu plus forte sur ces questions de sécurité, qui regardent le développement d'une autre façon et qui œuvrent notamment à innover et à construire en fait des solutions nouvelles. Donc du coup, quand on parle de cohésion sociale, pour nous, c'est très important. Dans ce cadre-là, nous essayons avec les enseignants, les étudiants, avec les chercheurs, de proposer des pistes nouvelles, de proposer des choses différentes, parce que tant qu'un pays se porte bien, les individus sont capables de travailler et d'essayer de s'en sortir. Et cette notion de sécurité humaine est venue du constat tout simplement que la sécurité envisagée du point de vue de l'État tout simplement, de construire des armées et d'oublier les êtres humains, avait ses limites et posait des problèmes. Donc depuis, nous travaillons, nous, à donner de la consistance à cette notion. Nous travaillons également avec des hommes et des femmes de bonne volonté à construire, mais vraiment construire... Donc, former des personnes... Oui, nous formons niveau licence et niveau master. Nous faisons beaucoup de recherches, notamment sur les questions de conflit, sur les questions donc, liées au terrorisme, sur les questions liées à la sécurité alimentaire, à la nutrition, sur également la coordination et le management de l'action humanitaire. C'est vraiment une école spécifique. Juste le petit mot qui fait sourire, c'est qu'au moment où nous avons créé cette structure en 2014 et qu'on l'a appelée Institut supérieur de sécurité humaine, les premières réactions, c'était est-ce que vous formez des vigiles ? Tant cette notion était encore nouvelle. C'est bien qu'on parle de sécurité, en effet. On pense donc à la sécurité de soi, alors que la sécurité de soi commence par la sécurité d'être. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bienvenue sur le plateau de Périscope.
Mon deuxième invité de ce soir s'appelle Wilfried Zoundi. Il est juriste et membre de la Commission constitutionnelle de la Ve République. Bonsoir. Bonsoir. Ancien député du Conseil national de transition, ancien vice-président de la Haute Cour de justice, Wilfried Zoundi a signé lui aussi une tribune titrée « Prorogation du mandat des députés, de grâce, n'ouvrons pas la boîte de Pandore ». Cette tribune est parue dans le quotidien Citoya, numéro 9188, du lundi 20 juillet 2020. Un article dans lequel ce juriste de formation, actuellement conseiller au ministère des Transports, de la mobilité urbaine et de la sécurité routière, appelle à jouer, je cite, « notre va-tout pour des élections couplées crédibles et transparentes ». Fin de citation. Je dois également préciser, M. Zoundi, que vous étiez membre du Conseil national des OSC, organisation de la société civile, et que vous avez participé à l'élaboration donc de la Constitution de la Ve République, qui reste cependant dans les cartons plusieurs mois après sa finalisation. Que se passe-t-il selon vous? Et en deux mots, le Burkina a-t-il toujours besoin de changer de république? Merci pour l'invitation. La réponse est absolument oui. Pourquoi? Je me réfère rapidement. C'est une décision du Conseil constitutionnel nigérien qui dit que pour changer de république, il y a au moins deux motifs. Soit il y a un fait extra-constitutionnel, soit on décide de réviser entièrement la Constitution. Le fait extra-constitutionnel, c'est quoi? Nous avons connu une sélection, nous avons connu un putsch, la Constitution a été suspendue, puis rétablie, complétée par une charte de la transition, et naturellement, ce fait extra-constitutionnel nous amène naturellement à aller vers une nouvelle république, à savoir la Ve République. Et notre argument, le Burkina Faso a connu 14 régimes politiques, dont 4 régimes exceptionnels. Le premier régime de 1960 à 1966. Voilà, on va aller très vite. Hein, très vite, oui, très vite, c'est pour dire. Oui. La première constitution a fait 6 ans, la deuxième constitution a fait 4 ans, la troisième constitution a fait 2 ans, et la quatrième constitution du 2 juin 1991 fera dans plus de temps 30 ans. Est-ce que 30 ans après, cette constitution peut encore répondre aux aspirations du peuple burkinabé? C'est la grande question. D'où la nécessité de poser le format d'un nouveau contrat social pour aller vers une cinquième république. Alors ce diagnostic a été posé, la constitution est même rédigée, et on dit que c'est une très belle constitution, mais elle n'est toujours pas adoptée. Nous avons fait notre part, mais n'oubliez pas que le décret qu'a insisté la Commission constitutionnelle précise que la Commission constitutionnelle ne sera dessaisie que lorsque cette constitution sera adoptée. Nous avons fini nos travaux en 2016. Nous avons transmis officiellement au président de Faso en novembre 2017. Après, nous avons été convoqués pour donner notre avis sur la voie d'adoption de la Constitution. Ouais. Nous sommes réunis, nous avons également tracé notre opinion sur la question. Donc, il appartient maintenant aux décideurs politiques de trancher. Et ça fait plusieurs années que l'on attend. Eh bien, on saura si on passe à une Ve République ou si on en reste là, dans tous les cas. Merci, Wilfried Zoundi, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue, vous aussi, sur le plateau de Périscope. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. C'est le 105e numéro de votre émission Périscope que j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui. C'est le cas de le redire. Le prochain rendez-vous électoral du Burkina s'annonce très difficile, aussi bien pour ce qui concerne les conditions pratiques de gestion de ce double scrutin, législatif et présidentiel, que pour l'environnement global dans lequel il devra se tenir. À 4 mois de cette échéance, notée dans l'agenda constitutionnel du Burkina depuis 5 ans maintenant, comment jugez-vous tous les deux le niveau de préparation de ces élections, des élections tant attendues? Quel état des lieux peut-on établir, Zakaria Tiamtouré? Alors, si on prend déjà la constitution des listes électorales, le processus de révision et d'enrôlement biométrique, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a des difficultés. On regarde la situation sécuritaire, il y a des zones du pays où les électeurs et les électrices ne pouvaient pas se faire enrôler parce que ne pouvaient même pas se déplacer et aller rencontrer donc l'agent enrôleur de la CENI. Ensuite, une élection, ça n'est pas simplement désigner des dirigeants. C'est aussi réussir à constituer avec les hommes et les femmes d'un pays un
un contrat, un vrai projet collectif. Si l'élection se résume à simplement désigner un président ou des députés, et que derrière ceci n'est pas porté par un contrat collectif, finalement l'élection ne sert pas à grand-chose. Vous avez des dirigeants, mais vous avez des dirigeants qui peinent à entraîner avec eux les populations, vers un objectif qui doit être un objectif souhaité et voulu par la grande majorité. Donc aujourd'hui, si on doit parler d'état des lieux d'organisation, nous ne sommes peut-être pas les mieux placés parce qu'il y a une institution qui organise, est capable de faire un bilan aujourd'hui et dire voilà où nous en sommes, mais en tant qu'observateur... C'est en tant qu'observateur que je pose la question, donc, le sentiment que vous avez du fait de tout ce qui va et qui vient. Oui, il y a déjà des tensions. Il y a déjà des tensions, rien que sur est-ce qu'il faut organiser ou pas les élections au regard du contexte national. Donc quand vous allez à des élections et qu'il y a déjà des discussions sur l'opportunité de tenir le scrutin, ça pose problème. Même si la CENI avait réussi à enrôler tout le monde, même si les conditions matérielles étaient déjà réunies et qu'au sein de la société, ce débat est ouvert, il faut l'entendre et il faut s'en préoccuper. Parce qu'en principe, il est pour tout le monde normal qu'on aille à des élections et que l'on puisse désigner les dirigeants du pays. Mais si on se pose aujourd'hui la question, on ne peut pas balayer cela du revers de la main. Je crois qu'il est important d'essayer de comprendre quelles sont les motivations de ceux qui tiennent ce discours, qui ont cette position, quels sont les arguments également du camp d'en face qui souhaitent que les élections soient tenues à bonne date, mais ce sont tous des Burkinabés. Et ce que nous pensons, c'est que quand il y a un débat national, il faut le saisir et essayer de construire des compromis. Alors, construire des compromis, on revient à vous tout à l'heure. Wilfried Zoundi, quel est votre sentiment là-dessus? Quel état des lieux vous faites quand vous voyez donc l'animation de la vie politique aujourd'hui, les débats entre les pour et les contre, et puis ces élections qui vont se tenir dans un contexte assez difficile, on l'a dit tout à l'heure. D'accord, merci. Dans une tribune que j'ai publiée déjà en janvier dernier, intitulée « Un impératif catégorique parlant des élections de 2020 », je disais ceci. 2020 est là. Les spéculations et les tergiversations sur la tenue ou non des échéances électorales foisonnent. C'est un imbroglio de thèses et d'antithèses à l'avantage de participer à l'animation des débats politiques. L'arbre ne doit point cacher la forêt. Le scrutin de 2020 devrait être l'objectif final vers lequel tous les acteurs de la société politique, de la société civile et de la société économique doivent faire focus et chorus. Pourquoi? Vous savez, dans un rapport que l'ONG Moanep a rendu en 2019, ils ont émis 3 hypothèses. Tout à fait, 3 hypothèses. La théorie du pire cas, la théorie du cas réaliste et la théorie du cas probable. Et je pense qu'à défaut d'aller vers du meilleur cas où tout le monde va voter sur l'ensemble du territoire national, où il n'y aura plus d'attaques terroristes, nous devons nous battre pour qu'au moins prendre le juste milieu. La théorie du cas réaliste. Faute de quoi, si nous ne partons pas vers les élections, ça sera une reddition pure et simple vis-à-vis de ces illuminés de la copalisme. Parce que le but, c'est quoi? C'est créer le chaos, créer une économie de guerre et de pouvoir s'enrichir de manière illicite. L'état des lieux à présent. D'un point de vue, l'état des lieux, je ne peux pas passer la barre haute. Il y a beaucoup d'attentes. Mais déjà, je me satisfais du fait que déjà, le processus, la machine est en marche. Même si la machine marche difficilement, et même s'il y a encore du scepticisme, je pense que nous devons éviter d'être sceptiques et de nous fixer le cap et aller vers les élections. Faute de quoi, nous allons nous mordre le doigt. Et là, je persiste là-dessus. Nous devons jouer notre va-tout pour aller vers les élections, pour simplement renforcer nos institutions et nous battre de façon corrélative contre l'insécurité. C'est pourquoi on parle de résilience. Oui, il faut jouer notre va-tout pour aller aux élections. Bien évidemment, au niveau de la classe politique, on semble être quasi unanime sur le fait qu'il faut aller à ces élections. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de courants qui évoquent le report ou le report partiel. Mais pour vous, M. Thiem Touré, les élections à venir constituent un casse-tête. Vous l'avez dit.
Alors, pourquoi un casse-tête? Mais à l'écoute du débat national, entre les partisans de la tenue des élections à bonne date, donc ceux qui veulent que le rendez-vous électoral se tienne le 22 novembre, et ceux qui considèrent que les conditions ne sont pas remplies. Ça devient un casse-tête. Oui, ça devient un casse-tête. Je vais expliciter un tout petit peu pour qu'on campe mieux ce débat, parce que dans votre tribune, vous avez lancé un appel au sursaut, un sursaut national, et vous rappelez fort justement les Burkinabés à leur passé, en indiquant, je cite, en 1932, nos grands-parents ont dû taire leurs divergences, ravaler orgueil et ambition individuelle pour exiger ensemble que notre pays soit reconstitué dans ses frontières initiales. Nous devons certainement avoir dans notre ADN ce marqueur de patriotes capables de faire bloc sans se soucier des minuscules et artificielles querelles pour protéger et sauvegarder notre pays. Eh bien, le moment est venu, dit Zakaria Thiemtoré, d'utiliser cette capacité d'union des cœurs et des forces, car le danger qui nous menace n'est pas fondamentalement différent de celui du siècle dernier. Oui. Vous faites donc un parallèle entre ce qui s'est produit le siècle dernier et la situation actuelle du pays. Tout à fait. Ça fait environ un siècle. Et vous savez, il y a en fait cette loi de la répétition en fait de l'histoire, même si elle ne prend pas toujours la même forme. Vous voyez, le XXe siècle a eu son lot de malheurs, de guerres mondiales, une grande épidémie avec la grippe espagnole. Le XXIe siècle a démarré avec aussi une pandémie. Et on n'est pas à l'abri de conflits majeurs. Et c'est pour cela que nous devons, en tant qu'acteurs de cette période, se rappeler aussi ce qui s'est passé. Et nous dire que nous ne sommes pas à l'abri. 1932, la Haute-Volta n'existe plus et les acteurs de l'époque ont dû se battre. Quand vous entendez certains de leurs témoignages, vous vous dites nous n'avons pas le droit de vendanger les acquis, nous n'avons pas le droit de continuer à fragmenter notre pays parce que nous sommes héritiers de cette lutte pour reconstituer la Haute-Volta et faire aujourd'hui que nous soyons assis en tant que Burkinabés, qu'on parle d'un territoire que nous avons reçu de nos grands-parents. Alors donc du coup, si on ne perçoit pas le danger, si on le sent dramatisé naturellement, mais si on considère qu'il n'y a rien et qu'on est à l'abri, on peut avoir un réveil brutal. Juste vous donner une idée, avec des chiffres précis, de la situation humanitaire dans notre pays. Rapidement. Nous avons aujourd'hui, que ce soit les chiffres du CONASUR, que ce soit les chiffres du Bureau des Nations Unies de coordination des affaires humanitaires, on est déjà à plus de 900 000 déplacés internes. Personnes déplacées internes. D'accord. On dit 1 million. À peu près 1 million de personnes. Vous avez aujourd'hui, en termes de personnes en insécurité alimentaire, plus de 2 millions de personnes. Plus de 2 millions de Burkinabés en insécurité alimentaire. Vous avez des écoles qui sont fermées, donc plus de 2500. Ça impacte près de 350 000 enfants. Et vous avez les centres de santé, donc plus d'une centaine de centres de santé fermés, et 1 million de personnes qui n'ont pas accès à des soins appropriés. Voici à peu près le tableau. Et c'est une situation inédite pour notre pays. À situation inédite. Comme en 1932 ? Ben, oui. Ou comme les 15 années de lutte qui ont suivi pour arriver en 1947 à la recomposition et à la reconstitution de la Haute-Volta. Et nous pensons que ce qui est en jeu, ben, c'est notre vivre ensemble. C'est une menace carrément sur la survie de notre pays. Et quand on est devant une situation aussi préoccupante, il faut que l'on puisse aller vers ce sursaut, sortir déjà de nos appartenances partisanes. Et c'est pour cela que, en introduction, je parlais de l'objectif d'une élection. Si une élection ne peut pas permettre de se rassembler, alors qu'on est déjà miné par la division et que nous avons un ennemi commun, ça posera problème. On aura peut-être organisé une élection, on sera content d'avoir réussi ce challenge, mais derrière, tous les défis seront encore là, ouverts devant nous. Et donc, voilà pourquoi nous avons osé proposer autre chose. On reviendra là-dessus, mais il est clair qu'aujourd'hui, nous interpellons beaucoup sur la menace. Nous ne sommes pas dans la dramatisation. Franchement, avec les chiffres que je viens de vous donner, vous voyez bien qu'à moins d'être
nihiliste, on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Tout à fait. On ne peut pas faire comme si de rien n'était, Wilfried Zundi. Et si finalement on osait ce sursaut, est-ce que ça vous parle 1932, 1947? Est-ce que vous ramenez ça un peu à aujourd'hui pour dire c'est l'occasion ou jamais de faire bloc, comme dit Zakaria Tiemtore, pour construire quelque chose ensemble? Naturellement, bien sûr, parce que avec l'union de toutes les intelligences, nous pouvons trouver la formule, entre guillemets, magique pour sortir notre pays de cette situation. Cela dit, je pense que je suis d'avis avec lui, au-delà de nos divergences politiques, nos divergences ethniques, religieuses, nous devons nous réunir, réfléchir et trouver la voie pour sortir notre pays de cette situation, faute de quoi nous répondrons devant les générations à venir. Nous avons le devoir d'aider notre pays à sortir de cette situation, parce que nul ne pourrait vivre dans un État où les institutions ne fonctionnent pas, il y a une grave crise, il y a une guerre civile. Personne ne souhaite ça pour le Burkina Faso. Cela dit, je pense quand même que déjà on peut se satisfaire du fait que, vous savez, toutes les conditions ne sont pas réunies, mais déjà la machine électorale est déjà en marche. Les états-majors des partis politiques sont en évolution. Le débat foisonne sur la question de la tenue des élections. Le cap est lancé. Et je pense que nous ne devons pas changer de cap. Comme je l'ai dit, nous devons toujours aller vers ce consensus, parce que les élections également, c'est quoi en démocratie? Les constitutionnalistes disent que c'est les élections qui permettent à une démocratie de respirer, faute de quoi la démocratie est suffoque. Certes, on peut trouver des formules, comme par exemple un consensus aller vers une transition, mais vous savez, la transition elle est toujours fragile. Et une transition suscite toujours des vérités de putsch. C'est pourquoi, pour moi, une seconde transition n'est pas nécessaire pour le moment. Il faut nécessairement aller aux élections, consolider nos institutions et maintenant nous battre de façon corrélative pour maintenant contre l'insécurité, de mon point de vue. Il faut nécessairement aller aux élections, mais il faut également avoir à l'esprit donc l'histoire, n'est-ce pas, de ce pays. 3 dates fortes, et le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a rappelé lors de son dernier message à la nation, c'était à l'occasion de la fête nationale. 3 dates fortes pour 100 ans d'histoire. Il y avait donc 1919, la création de la colonie de la Haute-Volta, 1932, on l'a dit tout à l'heure, le démantèlement de cette colonie, et en 1947, la reconstitution de ce territoire après 15 années de lutte. Le Burkina, ancienne Haute-Volta, lutte donc et doit lutter à nouveau pour sa survie. Pour sa survie, absolument. Pour sa survie. Et puisque nous sommes des démocrates, l'idée n'est pas d'abandonner la démocratie. L'idée n'est pas de tourner le dos à la constitution du Burkina Faso. L'idée est de voir comment nous sommes capables de faire preuve d'imagination collective pour sortir des sentiers battus. En général, on aime faire comme on a toujours fait. Il y a des moments où ceci a des limites. On ne peut pas toujours faire pareil. Les élections, telles qu'elles sont menées dans notre pays, sont un moment de grande division, sont un moment de grande friction. Et quand on regarde ce qui se passe aujourd'hui avec cette logique partisane que nous avons, celui qui a gagné reste avec son clan. C'est toujours très difficile après de construire un socle large avec des personnes qui n'ont pas gagné, mais qui considèrent que de toute façon, elles doivent agir pour le pays. Donc la crainte aujourd'hui, c'est qu'on aille vers des élections et qu'au sortir de ces élections, enfin des élections traditionnelles, telles qu'on a l'habitude de le faire, avec une campagne électorale, avec des personnes qui vont aller défendre leurs candidats et avec des pics, c'est de prendre le risque de renforcer la division. Si nous avions une autre façon de vivre cette démocratie partisane et électoraliste, peut-être que je n'aurais pas les mêmes inquiétudes. Mais par expérience et en regardant comment nous fonctionnons, nous savons très bien que si nous allons dans une campagne électorale et qu'il y a un ou une personne, une candidate élue, la difficulté restera la même. Parce que ceux qui ont gagné demanderont toujours à profiter donc, des fruits de leur victoire. Un peu comme si le Burkina Faso, un pays, lorsque vous allez en élection, c'est un camp contre un autre. Et derrière, on ne sait plus se rapprocher. Voici pourquoi nous pensons que oui, s'il faut aller vers des élections,
Il faut que nous ayons le courage de réfléchir à quel modèle d'élection. Donc, Pas un modèle. à une autre formule pour éviter certains écueils. Oui, éviter toujours les divisions. Éviter de continuer dans cette division et qui va générer à nouveau de la haine. Est-ce que nous sommes capables de nous rassembler? Parce qu'aujourd'hui, le danger qui nous guette mérite ce rassemblement. Est-ce qu'une élection traditionnelle, telle que nous l'avons toujours vécue, est-ce qu'elle va permettre, dans ce contexte précis, de se rassembler? Alors, on va venir à ce que vous proposez, Zakaria Thiem Touré. Je dépeins cette carte postale, hein, plus de 100 années d'existence pour ce pays, marqué par le démantèlement puis la recomposition du pays, on l'a dit. Un pays qui validera en cette année 2020 62 ans de vie républicaine, 60 années d'indépendance, 5 coups d'État, 4 républiques, 9 présidents, dont 7 militaires. Je ne vous demande pas de juger cette carte postale. On a dit tout à l'heure que c'est une question de survie. Cette survie passe, selon vous aussi, par la tenue effective, même dans la douleur, des élections du 22 novembre 2020. Oui, de mon point de vue, c'est le moindre mal. C'est le moindre mal parce que je comprends les inquiétudes soulevées par-ci, par-là, mais le principe qui était posé comme la loi fondamentale, quoi qu'on dit, c'est le pacte social. Et en démocratie, c'est, comme le dit le politologue français Duverger, le peuple n'est pas apte à se gouverner lui-même. C'est pourquoi on parle de démocratie représentative. Nous désignons, entre guillemets, des professionnels du pouvoir qui agissent à notre nom et pour notre compte. Oui, et je vous cite Wilfried Zoundi, « Seules les élections permettent à une démocratie de respirer. C'est le seul challenge qui permettra à notre République de tenir debout en dépit de tout. Faute de quoi, nous ouvrirons la boîte de Pandore d'un lendemain incertain. » Fin de citation. Donc, si l'on vous suit bien, il faut organiser ces élections, coûte que coûte, même lorsque la patrie est en danger. La patrie est en danger et on ne sait pas quand ce danger prendra fin. Si on pouvait au moins savoir avec précision, à partir de 2021, 2022, 2025, il n'y aura plus de danger. Là, je peux dire oui, parfaitement, je suis d'avis avec vous. On maintient le cap pour 2022-2025. Il n'y a pas d'élection jusqu'à cette période. Mais on ne sait pas de quoi demain est fait. C'est pourquoi je dis souvent, un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Cette fois-ci, quand même, sur les 13 régions de Burkina Faso, nous avons la chance que le danger, si je ne me trompe pas, se trouve au moins dans 5 régions. Mais qu'est-ce que prouve que plus tard, ça ne sera pas encore pire? Et je vous assure, si on s'amuse à jouer le jeu de ne pas tenir les élections, nos institutions auront un problème de légitimité et de légalité. C'est fait, on peut aller vers une charte, un consensus politique. Mais comme je l'ai toujours dit, la transition suscite toujours des velléités de suspicion et des velléités push-it. Et le but qui est visé par ceux qui nous attaquent en réalité, c'est quoi? C'est pour nous empêcher de tenir des élections, afin de pouvoir s'aimer le chaos. C'est leur objectif. Et nous devons les opposer coûte que coûte cela, de mon point de vue. Oui, de toute façon, Zakaria Thiem Touré n'est pas non plus contre la tenue de ces élections. Il invite, puisque la patrie est en danger, à ce qu'on scelle l'union sacrée et qu'on génère un consensus national à même de gérer cette étape avec le moins de heurts possible en trouvant au besoin des voies alternatives de sortie de crise. Alors, je ne suis pas contre la tenue d'élections, parce qu'il faut bien, puisqu'il y a un fait. Le mandat de ceux que nous avons désignés en 2015 s'achève. Donc on ne peut pas faire comme si de rien n'était. Ça s'achève. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde les mêmes? On garde les mêmes sous quelles conditions? Comment on fait? Alors on sait bien que si on veut continuer à exacerber les tensions, il suffit juste de dire, bon, on ne fait pas d'élection. Bon, on ne fait pas d'élection alors que, tandis que certains pensent qu'ils ont le meilleur bilan, d'autres disent, bah, vous avez le bilan le plus médiocre. Donc, ça veut dire qu'on va continuer à entretenir la division entre Burkinabés. Donc, voilà pourquoi je crois que oui, désigner des représentants, désigner des autorités est quelque chose qui est essentiel. Oui, on va parler de cela, mais vous savez, vous avez évoqué la Constitution au début de notre entretien, mais tout le monde parle de la Constitution, aussi bien ceux qui disent qu'il faut tenir les élections que ceux qui disent qu'il faut les reporter. Tout le monde s'appuie sur la Constitution pour dire, voilà, est-ce que c'est une question d'interprétation ou finalement, ou bien c'est une question d'intérêt? Wilfried Zoundi, vous qui êtes juriste. Oui, je l'ai toujours dit, et même dans ma tribune, je t'ai montré en quoi ceux qui invoquent la prolongation du mandat
font faux, dans la mesure où la disposition invoquée, l'article 80 de la Constitution, qui pose deux conditions, cas de force majeure, état de nécessité. Le cas de force majeure, c'est quoi? On parle de situations insurmontables, imprévisibles, irrésistibles. Est-ce que la question sécuritaire est-elle insurmontable? C'est pourquoi j'ai dit, si elle est insurmontable, il nous appartient maintenant à faire allégeance aux illuminés de l'apocalypse. De l'apocalypse, autant pour moi, s'agenouiller devant le drapeau noir en lieu et place du drapeau rouge, jaune, vert. Je touche du bois, bien sûr, mais ça sera triste pour nous et pour les générations à futures. C'est pourquoi j'ai dit, entre la patrie ou la mort, ou entre la patrie ou la mort, ou entre la patrie ou la oui. mort et l'autre chose qu'on ne veut pas nommer. Oui, tout à fait. Je préfère que nous optons pour la patrie ou la mort et que nous nous battions pour que notre patrie reste on doit se parler, mais aujourd'hui, il y a une situation où chacun appelle à un minimum d'échanges sur cette question. Les responsables politiques appellent par exemple à un dialogue national inclusif sur la question avant les élections pour s'accorder sur les conditions par exemple de validation du scrutin afin d'éviter des contestations possibles pouvant déboucher sur une grave crise post-électorale. Il est clair qu'on est dans une situation, comme ils disent, anormale et il faudrait alors s'accorder sur comment on y va, dans quelles conditions et comment on valide le scrutin. Alors, est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous pensez de ce schéma? Est-ce qu'on a les capacités aujourd'hui d'aller vers un dialogue national inclusif? Avant de venir à vos propositions, Zakaria Thiam Touré. Nous n'avons pas le choix, il faut le faire. Nous n'avons pas le choix. Pourquoi? Il ne faut pas laisser déjà les seuls acteurs politiques entre eux. Vous avez constaté qu'il y a eu un dialogue politique. À l'issue de ce dialogue politique, il y a eu un consensus. Mais que ce soit au sein de l'opposition, que ce soit au sein de la majorité, des voix s'élèvent pour demander autre chose. C'est-à-dire que finalement, ce dialogue politique n'est pas suffisant pour engager toute la nation. Et quand ça va mal, il faut élargir la base. Il ne faut pas continuer à s'enfermer parce que cette question-là ne concerne plus simplement les acteurs politiques. Vous voyez, l'Assemblée nationale, ce sont des acteurs politiques. Ils font un rapport pour dire, nous pensons qu'il faut reporter les législatives. Bon, il faut un rapport pour décrire une situation. L'une des 19 recommandations évoque un report des élections législatives. Et c'est cette recommandation-là qui donc a dominé tout le reste. Sinon, c'est un rapport complet qui fait un brillant état des lieux de la situation que nous vivons. En communication, c'est justement ça qui est dangereux. En fait, je ne veux pas être prétentieux, mais il aurait fallu faire l'état des lieux et ne pas parler même de leur mandat, présenter la situation. Parce que là, on aurait tous regardé ça avec beaucoup d'attention. Finalement, vous avez raison d'attirer l'attention sur le nombre de recommandations contenues dans ce rapport. Pertinentes, qui concernent les personnes déplacées, les forces armées, etc. Et ce qu'ils disent, nous avons eu la chance de parcourir 4 régions récemment dans le cadre d'une étude que nous avons menée sur les questions de paix, justement, et de sécurité. Je suis allé personnellement dans la région du Nord, dans la région du Centre-Nord. J'ai rencontré des déplacés internes, j'ai discuté, j'ai échangé avec eux, et j'ai rencontré des élus locaux qui ont dû quitter leur commune, qui ne peuvent plus y retourner, donc ils sont réfugiés dans des chefs-lieux. Tout ceci vous montre à quel point la situation, elle est mais vraiment aujourd'hui préoccupante. Et dans ce rapport de l'Assemblée nationale, ils disent clairement que les populations ont rencontré lorsqu'on leur parle de leurs priorités, les élections ne sont même pas citées. Donc, quand on est acteur politique, il faut aussi écouter, ou savoir écouter, entendre les populations. Et donc, du coup, ce qui brouille un peu le message, c'est le fait qu'ils aient appelé à maintenir la présidentielle, mais en même temps à reporter les législatives. C'est difficile après de bien comprendre. Alors, l'approche, pour nous, c'est de dire, oui, le dialogue inclusif est nécessaire. Dialogue inclusif avec toutes les composantes de la société, pas simplement les acteurs politiques, parce que les acteurs politiques, entre eux, vont avoir du mal. Il faut qu'il y ait des forces médianes, tampons, pour faciliter aussi
il y a eu quand même dans le passé récent aussi l'expérience du cadre consultatif sur les réformes politiques, même si après les résultats n'ont pas été à la hauteur, mais le cadre lui-même, qui réunissait acteurs politiques de la majorité, de l'opposition, la société civile, les autorités coutumières, religieuses, je crois qu'il faut très rapidement repenser à un tel cadre pour organiser le dialogue. Alors, Wilfried Zoundi, il faut qu'on repense à un tel cadre pour réfléchir à ces consultations. On est à 4 mois de ces élections. On remet tout le monde ensemble. Vous avez déjà participé, je suppose, à un certain nombre de cadres d'échanges. La commission constitutionnelle est un exemple, puisque ça a regroupé large. Alors, comment on peut mettre ça en place rapidement? D'abord, il faut d'abord dire que les élections, c'est une compétition. Ouais, il y a des inquiétudes sur la division, ainsi de suite, mais les élections, c'est une compétition. Mais la compétition, ça ne signifie pas que les adversaires politiques sont des ennemis. Voilà. C'est pourquoi on parle du caractère ludique des élections. On doit normalement s'amuser, mais en allant vers la conquête du pouvoir. Quand on parle de conquête, naturellement, il y a des heurts, mais des heurts qui doivent se faire dans la démocratie. Cela dit, comment faire pour trouver la formule? Je pense, au-delà même du cadre consultatif, on peut même aller en arrière. En 1998, il y a eu le collège des charges. Et même sur la transition, il y a eu la Commission nationale des réformes. Donc, conformément à la charte, au protocole sur la bonne gouvernance de la démocratie de la CEDEAO, l'article 2, le point 1, dit carrément que 6 mois avant les élections, on ne peut pas modifier les règles du jeu électoral sans un consensus de tous les acteurs politiques. C'est possible. Au-delà même de cela, c'est bien déjà qu'il y ait eu le dialogue politique. Mais lorsque le dialogue politique a été mis en place, le dialogue politique a formulé ses recommandations. J'avais eu à faire une tribune même pour dire que c'est dommage que ce dialogue politique ne soit pas inclusif, d'autant plus que la société civile n'est pas partie prenante. Parce que quand on prend la loi fondamentale, depuis 2015, il y a une réforme qui dit que maintenant, tout citoyen peut participer à la gestion des affaires de l'État sans passer par la bannière d'un parti politique. C'est pourquoi on parle des candidatures indépendantes. Indépendantes, oui. Ce qui n'existait pas avant. Or, les candidatures indépendantes, c'est qui? C'est vous et moi, c'est les citoyens qui ne sont pas partisans dans des partis politiques. Pourquoi avoir organisé ce dialogue politique et impliquer uniquement ceux qui sont dans le carcan des partis politiques? C'est pourquoi je suis parfaitement d'accord. Aussi à certaines questions et à certaines attentes des partis politiques. Or, ce que vous oubliez, c'est que la politique n'est pas le monopole des partis politiques. L'article 12 de notre Constitution est clair. Tous les citoyens, sans discrimination aucune, ont le droit de participer à la gestion des affaires de l'État. Alors, tous les citoyens ont le droit, et c'est un peu ce que propose Zakaria Thiemtoré, faire participer tous les citoyens par délégation, si j'ai bien compris. Finalement, que proposez-vous concrètement? C'est une sorte d'élection au suffrage indirect? Non, c'est du suffrage direct. C'est juste que le corps électoral sera d'une taille réduite. D'accord? C'est utiliser le principe du tirage au sort. Et je dis que le principe du tirage au sort est un principe démocratique. Les politologues qui citent souvent Montesquieu rappellent très clairement ce qu'était son point de vue par rapport au tirage au sort. Il considérait d'ailleurs que le tirage au sort était supérieur au vote, parce que le vote permettait juste à une aristocratie de se maintenir et de distribuer le pouvoir entre eux, alors que le tirage au sort, c'est le fait donc du hasard et donner la chance à tout le monde, et qu'il n'y avait pas besoin donc de compétences politiques lorsque l'on faisait recours au tirage au sort. Mais bon, c'est pas ça qui doit nous inspirer. Ce qui est important pour nous, c'est comment nous sommes capables de regarder les conditions dans lesquelles nous sommes, de se rappeler aussi que la maladie à coronavirus est venue nous donner des enseignements très clairs. Là où on pensait encore qu'il suffisait de se développer soi-même et que même si le pays n'est pas en bon état, ce n'est pas grave. Quand il y a un problème, je peux m'en tirer. On se rend bien compte que ceci n'est pas vrai. Parce que quand les frontières étaient fermées, vous avez beau être le plus riche du monde, vous restez dans votre pays. Et si vous étiez malade, il fallait vous tourner vers les hôpitaux de votre pays. Donc il y a une nécessité à mettre son pays en avant. Et construire le pays avec tout le monde nous demande d'avoir aussi des ressources. Ne pas compter sur autrui, mais compter sur nos propres forces. Donc quand le pays est attaqué, et est attaqué aussi violemment, qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons repenser notre modèle de désignation de nos dirigeants. C'est ce que nous proposons. En disant que le collège électoral, puisque la Constitution dit que le président du Faso est élu au suffrage universel, direct, égal et secret.
Et nous voulons garder cela. Il ne s'agit pas de mettre tout ça à la poubelle. Donc, le suffrage universel, contrairement à ce que les gens prétendent, pensent, le suffrage universel intégral n'existe pas. Il y a toujours des restrictions au suffrage universel. Là, au Burkina Faso, nous avons une restriction, par exemple, par l'âge. Si vous n'avez pas 18 ans, vous ne pouvez pas prendre part au scrutin. Nous avons une limitation par le droit. Le droit, si vous n'avez pas vos droits politiques et civiques, vous ne pouvez pas prendre part au scrutin. Donc, les limitations existent. Alors, donc, de réduire la taille du collège électoral n'enlève pas le caractère, en fait, du suffrage universel. Ensuite, il y a la question de la légalité. L'égalité, c'est que la même voix pèse pareil et que l'influence qu'une voix a dans le résultat du scrutin soit exactement la même que celle d'une tierce personne. Mais cette l'égalité, elle est également conservée dans la proposition que nous faisons. Et enfin, il y a le secret du vote, pour éviter justement la manipulation. Oui, le vote que nous proposons est un vote secret. La seule chose, c'est de dire, nous allons constituer un collège électoral. Maintenant, au lieu de dire que ce collège électoral est constitué, là on serait dans un suffrage indirect, on aurait pu demander aux composantes de la nation de désigner en fait de grands électeurs. On dit à chaque composante, vous désignez des gens. Et ils vont venir et ils vont maintenant faire l'élection. Mais si on prend cette voie, ça voudrait dire qu'il nous faut modifier un peu la Constitution, puisque le président du Faso est élu au suffrage universel direct. Bon, donc là, il s'agit de constituer notre collège électoral sur la base d'un tirage au sort qui se fait en prenant comme appui soit le fichier électoral, s'il y a consensus, ou le fichier de l'Office national d'identification. Et le tirage au sort, il aurait pu se faire de façon aléatoire. Mais l'une des critiques ou l'une des limites du principe du tirage au sort, c'est aussi comment délimiter la population dans laquelle le tirage au sort se fait. Et donc là, nous proposons que l'on utilise la méthode des quotas. C'est vrai que ça demande de l'ingénierie. Mais si on se lance là-dedans, nous sommes capables de reconstituer en fait la société burkinabé en miniature, qui devient notre collège électoral. Et à ce moment, les candidats se présenteront devant ce collège électoral. Ceux qui ont des craintes par rapport à la manipulation de ce collège électoral, l'alternative, c'est que nous préparons déjà les différents chapeaux, puisque nous utilisons la méthode des quotas, donc les caractéristiques de la population qui seront retenues, on prépare les chapeaux, et le tirage au sort peut se faire maintenant au tout dernier moment, quelques jours avant la date retenue. Et nous allons également faire un tirage au sort d'électeurs suppléants. Parce que l'une des difficultés aussi du tirage au sort, c'est la question de l'obligation. Peut-on obliger quelqu'un qui est tiré au sort à assumer en fait cette responsabilité? Nous pensons que si tout ça est fait en bonne intelligence dans le cadre d'un consensus, ça sera facile. Mais rien ne nous empêche de prévoir des suppléants au cas où des citoyens tirés au sort pour participer au collège électoral désisteront ou ne pourront pas donc y participer. Alors, avant de vous laisser poursuivre, j'aimerais bien que Wilfried Zoundi réagisse là-dessus. C'est une idée qui vous séduit? Oui, elle est géniale comme idée, mais le problème, c'est la faisabilité. Je suis sceptique par rapport à ça, parce que notre Constitution, comme il a bien dit, a prévu la voie d'élection de non professionnel du pouvoir, pour parler comme Montesquieu. C'est vrai, il a évoqué le fait que Montesquieu a développé une théorie sur la question du tirage au sort, mais il a également développé une théorie également sur le mandat que nous donnons à des positions du pouvoir pour exercer entre nous et pour nos comptes, dit clairement, dans notre loi fondamentale, article 80, 36, que le président du Faso, les députés sont élus par un suffrage universel direct. La seule option où on peut aller au suffrage indirect, c'est le code électoral qui prévoit l'article 204, ça concerne les conseillers régionaux qui sont élus par les conseillers municipaux. Voilà. Maintenant, là, il faut véritablement une modification substantielle de notre loi fondamentale, de la Constitution. Et à 4 mois des élections, autant entre la modification de la loi fondamentale et la modification du code électoral, pour pouvoir aller vers un consensus. Et par consensus, puisqu'on est par rapport au délai communautaire, on ne peut pas le faire sans consensus. Oui, mais qui a besoin d'une révision de la Constitution.
Parce que la Constitution ne prévoit pas l'élection par le suffrage, parce que vous développez sur le suffrage indirect. Pourquoi? Parce qu'il faut désigner un collège électoral, Oui. et ce collège électoral maintenant va élire maintenant le président du FASO et les députés. Oui. Voilà. À ce moment, on procède à un premier choix. Ensuite, c'est ce qu'on disait dans le collège électoral maintenant qui désigne maintenant. Donc, du direct, on passe maintenant à une autre option qui est indirecte. Or, notre Constitution ne prévoit pas cela. C'est pourquoi, naturellement, il faut une modification substantielle de la Constitution. Et la Constitution ne peut pas également être modifiée comme ça. La Constitution dit qu'on peut la modifier au moins 3/4 des membres de l'Assemblée nationale. Or, la majorité, y compris la mouvance, ne font pas les 3/4. Il faudrait que l'opposition donne son cutus. Bien sûr. Et là, je suis quand même très sceptique. Et moi, entre la modification de la loi fondamentale Oui. et la modification du code électoral, je préfère La modification du code électoral. parce que la Constitution, quand même, comme on le dit dans la hiérarchie des normes de Hans Kelsen, c'est la norme supérieure. C'est C'est le summum. c'est le summum. Ouais. C'est le summum. Et la Constitution, comme le disait un constitutionnaliste, nous devons toujours la toucher avec des mains tremblantes. Parce qu'elle peut être une bombe. Donc, de mon point de vue, pour le moment, l'urgence vraiment, il n'est pas impératif, de mon point de vue, de modifier la loi fondamentale pour remodeler et reprendre le processus électoral pour la désignation de nos représentants. Alors, docteur Thiem Touré, est-ce que, indépendamment de ces questions juridiques, pratiques et tout ça, est-ce qu'on a véritablement le temps, hein, à 4 mois d'élection, de faire admettre cette idée par consensus, d'organiser tout cela et d'y arriver? Notre ambition a été d'apporter notre contribution. L'idée n'est pas de dire que nous avons raison ou que nous tenons la vérité absolue. Ce n'est pas cela. Bien sûr, non, c'est une proposition. Elle mérite d'être regardée. Elle mérite même d'être sérieusement étudiée. Peut-être qu'elle pourrait nous sortir de mauvais pas. Parce que bien entendu. En fait, vous posez la question, est-ce qu'on a le temps? On doit trouver le temps. Parce que on n'a pas trop le choix. Alors, supposons que rien ne se passe, qu'on organise des élections le 22 novembre. Je suis en train de me demander qu'est-ce qui se passe. Que ce soit en fait le pouvoir actuel qui reste donc aux affaires, que ce soit d'autres qui arrivent, c'est quoi la prochaine étape? Lorsque, pendant 5 ans, nous avons eu petit à petit en fait une dégradation du vivre ensemble. Quand vous rencontrez les populations, quand vous écoutez ce qui se dit, parfois vous avez froid dans le dos. Et vous vous rendez compte à quel point notre société a atteint un niveau de fragilité qui fait que nous sommes obligés d'agir maintenant. Pour ne pas en fait finir par se dire, bon, nous avons fait le coup en fait de la bravoure, nous avons réussi quand même à tenir des élections, mais ce n'est pas ça l'enjeu. Les élections, à la limite, c'est simplement une étape. L'enjeu, c'est comment nous vivons ensemble, comment nous faisons bloc pour récupérer les parties de notre territoire qui nous échappent, pour ramener au sein de la famille nos compatriotes qui ont pris les armes. Mais c'est cela l'enjeu. Et une élection, elle doit être utile. J'aime bien en fait toutes les réflexions que l'on mène sur la démocratie et sur la légitimité. Et à chaque fois, je me dis, mais la légitimité, si on la laisse aux mains des juristes, on peut ne pas comprendre au fond de quoi il s'agit. Souvent on dit, c'est pas légitime. Alors aujourd'hui, on veut faire de la légalité l'unique source de légitimité. Malheureusement, l'état de maturité de notre état de droit ne nous permet pas de penser que la seule source de légitimité soit la loi. On le veut, mais la réalité est tout autre. Quand vous allez, que ce soit même un milieu périurbain, parfois même un milieu urbain, la fermeture du grand marché de Ouagadougou, très récemment, si vous avez suivi tout le débat autour, vous avez vu que finalement, après une décision donc, de l'autorité municipale, il a fallu une décision d'une autorité traditionnelle
pour réussir en fait à calmer les esprits. Donc nous sommes en fait dans des espaces comme ça mouvants où en fait les sources de légitimation sont multiples et tout notre défi c'est comment faire en sorte que les légitimités puissent cohabiter, réconcilier les légitimités. Et à ce moment-là, avoir le courage de dire, puisque c'est une construction, que cette œuvre n'est pas achevée, et que chaque fois que nous pouvons passer au-dessus, je suis, mais vraiment légaliste, mais je suis plus attaché à la vie humaine et à la préservation du territoire que nos ancêtres nous ont légué. Et je considère qu'à un moment, s'il faut se mettre d'accord pour corriger des textes que nous-mêmes, nous avons acceptés, c'est nous, c'est les êtres humains qui font tout. Il ne faut pas qu'à un moment, il y ait un texte au-dessus des êtres humains, de leur vie, de leurs aspirations. Nous pouvons le faire. Tout le débat, tout le défi aujourd'hui, c'est est-ce que les Burkinabés comprennent le danger qui nous guette, est-ce que nous sommes capables de nous mettre ensemble? Et après, la solution, on la trouvera. Comprendre le danger qui nous guette et les enjeux que cela implique, il y a les textes, il y a le contexte. Comment on fait pour concilier les deux et faire face à ces enjeux pour la survie, Wilfried Zondi? Oui, je suis d'accord avec vous. J'ai également apprécié également sa tribune parce que c'est bien de jeter au charbon comme ça des idées. Oui. C'est vrai que la meilleure légalité, c'est la légalité qui est légitime. Quand on reparle dans l'histoire, la loi sur le code noir, qui considérait les noirs comme des biens meubles, c'était légal, mais ce n'était pas légitime. En Afrique du Sud, la loi sur l'apartheid, c'était légal, mais ce n'était pas légitime. Or, les meilleures lois, c'est les lois qui sont légitimes. La légitimité, c'est ce qui est conforme au juste. De ce point de vue, pour également pouvoir permettre à notre État de pouvoir faire face aux défis actuels, la première des choses, c'est de permettre la survie de nos institutions. Et comment se fait la survie de nos institutions? Naturellement, il faut aller, de mon point de vue, coûte que coûte, aux élections. Pourquoi? Parce que, je l'ai maintes fois répété, l'objectif visé par les illuminés de l'Apocalypse, c'est de fragiliser nos institutions. Si nous partons vers une transition, dans le rapport de WANEP, qu'est-ce qu'ils ont dit? La transition, il faut nécessairement une transition si on part avec la théorie du pire cas. Mais je comprends également ces inquiétudes. C'est pourquoi... Oui, vous faites bien d'évoquer ce rapport de WANEP, le réseau ouest-africain d'édification de la paix au Burkina Faso. Et c'était un rapport publié en juin 2019 qui était intitulé « Renforcer la cohésion sociale et le processus de réconciliation, une voie pour des élections apaisées en 2020. » Il y avait donc, vous l'avez souligné, 3 scénarios. Le scénario du pire, jugé peu probable et qui consiste à la non-tenue des élections et qui conduit à un vide constitutionnel avec la généralisation des attaques terroristes et la démission du président du Faso. Le scénario réaliste qui s'opposait alors que les attaques terroristes sont sous contrôle et que les élections se tiennent de façon transparente et apaisée. Et puis, le meilleur scénario que le WANEP avait jugé en juin 2019, rappelons-le, très peu probable, et qui consiste donc en la primauté de l'intérêt général sur les intérêts particuliers, à l'engagement commun et collectif de tous les Burkinabés pour la stabilité, la paix et la prospérité. On n'a plus beaucoup de temps, mais j'ai envie de vous dire, les 3 scénarios étaient sur la table depuis plus d'1 an maintenant. Dans lequel de ces scénarios on se trouve aujourd'hui? De mon point de vue, nous ne sommes pas encore au scénario du pire cas. Parce que, quoi qu'on dise, notre armée et les volontés de défense et de la sécurité font du bon travail. C'est vrai, ce n'est pas à la hauteur de nos ententes, mais à travers les communiqués hebdomadaires, il y a quand même des motifs de satisfaction. C'est pourquoi j'ai dit, il ne faudra pas qu'on se trompe de priorité. La priorité du moment, c'est la résilience. Faire face à la question sécuritaire et organiser les élections pour renforcer nos institutions, notre État et faire face aux défis qui est face à nous. Parce que certains pays ont décidé de reporter les élections. Prenez l'exemple du Mali. Sans trafic. Jusqu'à aujourd'hui, on va de report en report et nous tombons dans une crise grave. C'est pourquoi il faut respecter ce rendez-vous et de façon corrélative également, faire face également à la question sécuritaire. Et je pense qu'avec l'union de tous, nous pourrons venir à bout de cette situation.
Et si on osait, et si on faisait comme cela, et si on faisait plutôt comme ci, et si on s'écoutait mutuellement, et si on mettait sur la table toutes ces idées pour voir laquelle conviendrait le mieux. Zakaria Thiem Touré, est-ce qu'on est dans un scénario du pire selon vous, ou plutôt on est encore capable de ce sursaut que vous prônez? Je crois qu'on est encore capable, et je voudrais d'ailleurs vous remercier pour cette émission et remercier également M. Zoundi, parce que je crois que c'est ce qu'il faut. Et un mot pour ne pas revenir sur la légitimité, il y a un bel article, une belle réflexion du moins du professeur Mahamadé Sawadgo sur la réconciliation des légitimités que je vous recommande. C'est une belle réflexion sur vraiment les enjeux de la légitimité dans des pays comme le Burkina Faso. Et nous voyons bien pourquoi j'ai dit que nous sommes encore capables d'espérer, parce que de plus en plus, des voix s'élèvent pour appeler à l'union, pour appeler au dialogue. Vous avez l'appel de Manega avec des efforts qui sont faits pour amener les uns et les autres à dialoguer. Vous avez des artistes, j'aime bien ce que fait le jeune frère Smarty, qui, avec ses moyens, appelle, attire l'attention sur les dangers et puis demande que les choses se fassent. Donc, de plus en plus dans la société, il y a quelque chose qui est en train donc d'arriver. Et moi, je considère que c'est par le dialogue. Il ne faut pas... il faut désigner les autorités. Là-dessus, je dis, il faut le faire. Parce que de toute façon, si on ne le fait pas, effectivement, on va se retrouver dans une situation où on ne sait pas exactement comment les choses vont se passer. Mais désigner les autorités, pas de la façon dont on a l'habitude, parce qu'on voit que ça, c'est aussi une porte de tous les dangers. Et que si vous regardez dans les avantages de ce que nous proposons, il y a de tenir une élection quand même dans des conditions de sécurité et de sérénité. Parce que quand vous n'avez pas à aller faire campagne, vous n'exposez pas la vie des populations et vous n'exposez pas la vie des candidats. Parce que qu'est-ce qui se passerait si au détour d'une campagne, il y a donc une attaque qui survient? Donc à un moment, ce n'est pas de courber les chines, c'est plutôt, d'ailleurs, pour reprendre une terminologie des militaires, c'est réussir à adapter notre tactique à ce que nous commande le terrain. Oui, il faut désigner nos autorités. Là, nous proposons quelque chose qui permet de les désigner, qui permet de ne pas exposer la vie des candidats et des populations, qui permet d'épargner de l'argent que nous allons utiliser pour continuer à combattre l'insécurité, que nous allons utiliser pour créer des emplois, pour investir. Donc finalement, il y a des avantages. Les limites, je les ai rapidement... Mais on ne peut pas poursuivre sur la limite. Le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. C'est sûr qu'on reviendra là-dessus parce que c'est quand même un débat qui est sur la table, des idées, une proposition. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 105. Qui recevait pour vous Zakaria Thiem Touré. Il est président de l'Institut supérieur de sécurité humaine. Merci d'avoir honoré le plateau de Périscope. Également sur le plateau aujourd'hui, Wilfried Zoundi, juriste, membre de la commission constitutionnelle, celle qui a cuisiné la 5e République, toujours en attente. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Merci au ministre. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe d'excellence de Abibata Clarisse Sawadogo Benaou, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a appuyé. Merci également à vous tous et à vous toutes pour votre fidélité à cette émission. Merci et prenons toujours soin les uns des autres, surtout en ces temps troublés où chaque matin que l'on découvre est une grâce infinie et chaque manifestation de solidarité une victoire. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous offre les clés du monde.